Au-delà des montagnes bleues du Caucase, dans la campagne aride de mon Arménie natale, une mélodie se transmettait sans que personne n'en connaisse plus le sens. Qui aurait pu imaginer que cette courte chanson changerait radicalement le destin d'une jeune fille pauvre? Aujourd'hui, des dizaines de milliers de jeunes du Caucase et d'Asie centrale rêvent de la France. Mais son voyage à elle n'était pas une simple quête de travail. Serré dans sa main, un vieux mouchoir brodé et les dernières paroles de sa grand-mère. Un jour, tu comprendras ce que c'est. Quelques mois seulement après son arrivée en France, des mots qu'elle n'aurait jamais imaginés lui furent adressés. Tu n'es pas une étrangère. Tu es de notre famille, perdue il y a plus de 70 ans. Sur cette terre étrangère dont elle ne parlait pas la langue, un lien de sang a traversé 7 décennies pour se renouer. Une histoire à laquelle on ne peut assister sans verser une larme. Le récit miraculeux du retour d'une jeune fille à ses racines. Voici son histoire complète. Les aéroports français bondés de jeunes venus de l'Est, le rêve français attire des foules records, surprenant même les gouvernements locaux. Actuellement, toute la région du Caucase est en ébullition, portée par une jeunesse qui a choisi la France. En 2024, on estime à près de 500 000 le nombre de ressortissants de cette région résidant en France. Le nombre de ceux ayant acquis la nationalité française avoisinerait les 100 000 personnes. C'est une véritable migration des talents et des espoirs vers la France. Je suis né en Arménie, mais je suis rené en France, confie une jeune femme, exprimant un sentiment partagé par beaucoup qui ont trouvé en France un avenir que leur pays ne pouvait leur offrir. L'histoire d'une jeune femme, descendante de Français, qui a décidé de tout quitter pour la France, guidée uniquement par une vieille chanson que lui chantait sa grand-mère, a fait le tour des médias et a inspiré toute une génération. Nous vous dévoilons maintenant cette histoire vraie, aussi miraculeuse qu'émouvante. Avant de commencer, pour soutenir notre travail, nous vous serions reconnaissants de laisser un j'aime et de vous abonner. Nous remercions tous nos spectateurs pour leur fidélité et leur souhaitons santé et bonheur pour le reste de l'année. Si vous soutenez la France, laissez un commentaire avec « Vive la France ». Bonjour, je m'appelle Anaït. J'utilise maintenant un nom français. Mais il y a quelques années à peine, j'étais une jeune femme ordinaire qui survivait au jour le jour en vendant des légumes sur un petit marché de la région de Gyumri, en Arménie. Non, même le mot « ordinaire » était peu, être un luxe. Ma famille était terriblement pauvre. Chaque matin, je me levais à 4 heures pour me rendre au marché. Je devais remplir ma vieille charrette de tomates, de concombres et de carottes, puis me battre avec les autres vendeurs pour obtenir une bonne place dans un coin. Rater sa place, c'était presque ruiner sa journée de travail. Les clients, bien sûr, marchandaient sans cesse. Ils trouvaient tous les prétextes pour faire baisser le prix d'un seul drame, et je n'avais d'autre choix que de sourire et d'accepter. À force de rester debout toute la journée, mes jambes enflaient douloureusement, mais je n'avais même pas le luxe de m'asseoir. Au moindre relâchement de mon attention, un autre vendeur pouvait me voler un client. Le soir venu, je rangeais les légumes invendus. Les abîmés étaient jetés, les autres conservés pour le lendemain. Le chemin du retour était toujours lourd. L'argent que je tenais dans ma main suffisait à peine à payer le repas du soir pour ma famille. Notre maison était à 30 minutes à pied du marché. C'était une vieille bâtisse en briques de terre dont les murs étaient fissurés. Quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait par le toit. L'électricité était souvent coupée et il fallait aller chercher l'eau au puits communal. Mon père travaillait comme journalier sur les chantiers, mais à cause de son mal de dos chronique, il y avait de plus en plus de jours où il ne pouvait pas travailler. C'était un cercle vicieux. Il avait besoin d'argent pour aller à l'hôpital, mais travailler pour gagner cet argent ne faisait qu'aggraver sa maladie. Ma mère, à la maison, retouchait les vêtements des voisins pour contribuer, tant bien que mal, au budget familial. Le bruit de sa machine à coudre jusque tard dans la nuit était la bande-son de mon enfance. J'avais un rêve. Je voulais aller à l'université, étudier le commerce pour, un jour, gérer une vraie boutique. Mais la réalité était cruelle. Les frais de scolarité coûtaient plus que le revenu annuel de ma famille. Même si j'avais été admise, je n'aurais jamais pu y aller. Mes amies se mariaient les unes après les autres et quittaient la maison. À 26 ans, on me pressait de faire de même. Mais quel était le sens de se marier pour rejoindre une autre famille pauvre? Je voulais simplement m'échapper de cette vie. Je voulais trouver un moyen de changer le destin de ma famille, quel qu'il soit. Dans cette vie difficile, mon seul réconfort était le souvenir de ma grand-mère.
Elle était décédée quand j'avais 15 ans, mais de son vivant, elle me chantait souvent une étrange chanson. Ce n'était ni de l'arménien, ni du russe. La mélodie, seule, était restée gravée dans ma mémoire. Douce France, cher pays de mon enfance. Elle chantait cela avec les larmes aux yeux. Même enfant, je sentais que c'était un chant de nostalgie. Elle semblait vouloir retourner quelque part. Je lui avais déjà posé la question. Grand-mère, où as-tu appris cette chanson? Elle regardait alors le ciel lointain et disait, c'est ma mère qui me l'a chantée quand j'étais petite. C'est une chanson qui vient de très, très loin. Elle n'en disait jamais plus. Dès qu'on l'interrogeait sur son passé, elle se murait dans le silence. Avant de mourir, elle m'avait appelé et m'avait donné un petit paquet. C'était un vieux mouchoir en lin, usé par le temps, qui contenait un autre morceau de tissu encore plus ancien. Anaït, garde ceci précieusement. Un jour, tu comprendras ce que c'est. Ce furent ses dernières paroles. J'avais gardé ce tissu, sans jamais savoir ce qu'il signifiait. On y devinait des lettres brodées, mais elles étaient trop effacées pour être lisibles. Quand les journées au marché étaient trop dures, je le sortais et le caressais. J'avais l'impression de sentir encore la chaleur de ma grand-mère, et cela me réconfortait. Un jour, au marché, j'ai revu mon amie Sona. Elle vendait des fruits à l'étal à côté du mien, mais avait disparu depuis plusieurs mois. Ce jour-là, Sona était méconnaissable. Et ses vêtements, d'abord, à la place de sa vieille robe usée. Elle portait un pantalon élégant et des chaussures neuves. Mais surtout, son visage rayonnait de vie. Sona, où étais-tu passé? Ça fait si longtemps. À ma question, elle a souri et a sorti son smartphone. Anaït, j'étais en France. J'y ai travaillé pendant 6 mois. Regarde. L'écran montrait des photos de vastes serres, d'installations modernes et de Sona, souriante. En 6 mois-là, je gagne ce que nous gagnons ici en 1 an. C'est vrai, je ne mens pas. Son regard était sincère. Elle avait participé à un programme de travailleurs saisonniers en France. Le salaire était 5 fois supérieur à celui en Arménie, le logement et les repas étaient fournis, et surtout, le salaire promis était versé à la date prévue. « Tu parles français ?» lui ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Non, pas un mot. Mais pour le travail à la ferme, on n'a pas besoin de parler. Il suffit d'apprendre les gestes. Et ils sont très gentils, ils nous montrent tout. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les photos de Sona tournaient en boucle dans ma tête. Si je pouvais vraiment gagner en 6 mois de quoi payer les soins de mon père. Une lueur d'espoir est née. Peut-être que ma vie aussi pouvait changer. Mais la peur m'envahissait. Un pays où je n'étais jamais allé, un endroit où je ne comprenais pas la langue. Pourrais-je y survivre? J'ai sorti le mouchoir de ma grand-mère et je l'ai contemplé. J'ai fredonné doucement la chanson qu'elle me chantait. Douce France, cher pays de mon enfance. Étrangement, cette chanson me donnait du courage. J'ai senti que ma grand-mère aussi, dans sa jeunesse, avait dû entreprendre un grand voyage. Mon père m'avait dit qu'elle était arrivée ici de très loin avec sa famille quand elle était enfant. Alors, pourquoi pas moi? Le lendemain matin, ma décision était prise. J'ai contacté Sona pour en savoir plus sur le programme. Comment postuler? Quels documents étaient nécessaires? Combien cela coûtait? Elle m'a tout expliqué avec patience. Va à la mairie, ils affichent les offres. Tu n'as qu'à déposer ton dossier. Si tes papiers sont en ordre, tu seras accepté. Je suis allé directement à la mairie. Sur le panneau d'affichage, il y avait bien une annonce pour des travailleurs saisonniers en France. En voyant le montant du salaire écrit en gros caractères, mon cœur s'est emballé. C'était ma chance. Une chance à ne pas laisser passer. Quand je suis rentré à la maison avec le formulaire, mon cœur battait la chamade. J'ai abordé ma mère, qui préparait le dîner dans la cuisine. « Maman, je pense aller en France, juste pour 6 mois. Avec ça, on pourra payer l'hôpital pour papa. » Les mains de ma mère se sont arrêtées. Mon père, assis devant sa machine à coudre, a levé la tête. « La France? Mais qu'est-ce que tu racontes ?» La voix de ma mère était pleine d'inquiétude. Je leur ai expliqué ce que Sona m'avait dit et le contenu de l'annonce, ce qu'était le programme, combien on pouvait gagner, et à quel point c'était sûr. Mais ma mère a secoué la tête. Non, une fille seule, si loin? Comment ferais-tu, sans même parler la langue?
Sa peur était légitime. J'avais peur moi aussi, mais je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Maman, je ne veux pas passer ma vie à vendre des légumes au marché. S'il te plaît, donne-moi juste une chance. Ma voix était empreinte de désespoir. Mon père a pris la parole. Anaït, je comprends ce que tu ressens. Mais dans un pays inconnu, personne ne sait ce qui peut arriver. Ce n'est pas pour l'hôpital, papa. C'est parce que je veux vraiment changer de vie. Face à mes mots, mes parents sont restés silencieux. Le dîner ce soir-là fut lourd et silencieux. Dès le lendemain, j'ai commencé à rassembler les documents. Demande de passeport, examen médical, casier judiciaire. La liste était longue. En Arménie, obtenir un seul de ces papiers pouvait prendre des jours. Courir d'une administration à l'autre pour un simple tampon était une épreuve. Mais je ne pouvais pas abandonner. Chaque soir, je fredonnais la chanson de ma grand-mère pour me donner du courage. Douce France, cher pays de mon enfance. Étrangement, cette chanson me donnait de la force. J'avais l'impression que ma grand-mère m'encourageait. Quelques semaines plus tard, tous mes documents étaient prêts. La date de l'entretien était fixée et je devais me rendre à Erevan. Le lieu de l'entretien était rempli de gens qui, comme moi, rêvaient de la France. La plupart étaient de jeunes hommes, les femmes se comptaient sur les doigts de la main. Le cœur battant, je suis entré. L'examinateur était un Français qui parlait arménien. « Pourquoi voulez-vous aller en France ? » « Je veux subvenir aux besoins de ma famille et changer de vie. » « Avez-vous de l'expérience dans l'agriculture ? » « Je vends des légumes au marché. Je n'ai jamais travaillé la terre, mais j'ai la volonté d'apprendre. » L'entretien fut plus court que prévu. On m'a dit que la réponse arriverait dans 2 semaines. Ces 2 semaines m'ont paru une éternité. Chaque jour, je vérifiais la boîte aux lettres, je guettais le téléphone. Puis, un matin, la lettre d'acceptation est arrivée. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à l'ouvrir. Accepté. Départ le mois prochain. J'ai crié sans m'en rendre compte. Maman, papa, j'ai été accepté. Ma mère, pour la première fois, a pleuré. Malgré son opposition, elle soutenait mon rêve. C'est bien. Je suis contente pour toi, mais sois très prudente, d'accord ? Mon père m'a tapoté l'épaule. Ta grand-mère aussi a fait un long voyage quand elle était jeune. Vas-y avec courage, Anaït. Ces mots m'ont touché en plein cœur. Les préparatifs du départ se sont enchaînés. Faire mes bagages, dire au revoir, ouvrir un compte en banque. Les gens du village, apprenant la nouvelle, venaient me voir. Anaït, tu vas devenir riche en France. Fais attention à toi. Tu es la fierté de notre village. La veille de mon départ, nous nous sommes réunis en famille. Ma mère avait préparé mes plats préférés. Tu ne pourras pas manger ça en France. Alors profite, disait-elle, les yeux rougis. Après le repas, mon père m'a dit doucement, « Anaït, et si on allait se recueillir sur la tombe de ta grand-mère ?» J'ai hoché la tête. Le lendemain matin, de bonne heure, je suis allé sur sa tombe. Les mauvaises herbes avaient un peu poussé. Je les ai arrachées. J'ai nettoyé la pierre tombale. « Grand-mère, je pars en France. Est-ce que c'est le pays de ta chanson ?» Assise devant la pierre, j'ai chanté doucement sa chanson. « Douce France, cher pays de mon enfance. » Les larmes me sont venues. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Ce n'était pas de la tristesse, mais le sentiment que quelque chose de nouveau commençait. Le matin du départ, nous sommes partis en voiture pour l'aéroport de Zvartnot. Le trajet a duré 3 heures. Personne ne parlait. Ma mère serrait ma main, mon père regardait par la fenêtre. À l'aéroport, il y avait beaucoup de monde, des travailleurs comme moi, partant pour la France et leurs familles. Tous avaient la même expression, un mélange d'espoir et d'anxiété. Après l'enregistrement, juste avant de passer la sécurité, nous nous sommes serrés dans les bras une dernière fois. « Maman, ne t'inquiète pas, je reviendrai en bonne santé dans 6 mois. Fais attention à toi, appelle-nous souvent. » Ma mère n'a pas pu retenir ses larmes. Mon père m'a tapoté l'épaule. « Ta grand-mère veillera sur toi. Aie confiance. » En passant le contrôle, je me suis retourné. Mes parents me faisaient signe. J'ai fait signe à mon tour, puis j'ai continué. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. En montant dans l'avion, j'ai senti qu'un nouveau chapitre de ma vie s'ouvrait. Le ciel arménien par le hublot. Quel monde m'attendait de l'autre côté? J'ai sorti le mouchoir de ma grand-mère de mon sac et je l'ai serré fort.
Et dans mon cœur, j'ai fait un serment. Dans cet endroit que ma grand-mère a tant regretté, je vais commencer une nouvelle vie. Je réussirai et je reviendrai. L'avion a décollé, et le paysage est devenu de plus en plus petit. Ça y est, je partais pour de bon. Mon cœur battait fort, mais j'avais une étrange certitude. La certitude que ce choix était le bon. La certitude que la chanson de ma grand-mère me guidait. J'ai fermé les yeux et, une fois de plus, j'ai chanté cette chanson dans ma tête. Douce France, cher pays de mon enfance. Grand-mère, j'arrive. Quand l'avion a atterri à l'aéroport de Marseille-Provence, j'ai regardé par le hublot et j'ai eu le souffle coupé. Même de nuit, les environs de l'aéroport scintillaient de mille feux. Une scène inimaginable en Arménie. En descendant de l'avion et en entrant dans le terminal, j'ai eu l'impression d'arriver dans un autre monde. Le plafond était si haut que je n'en voyais pas le bout, le sol brillait comme un miroir. Les gens, tous élégamment vêtus, se déplaçaient d'un pas rapide. Je suis resté là, hébété, à regarder autour de moi. Les portes automatiques qui s'ouvraient toutes seules me fascinaient, et prendre l'escalator pour la première fois me rendait nerveuse. J'ai posé le pied prudemment, et un passant m'a jeté un regard étrange. J'étais gêné, mais je ne pouvais rien y faire. En faisant la queue au contrôle des passeports, mon cœur battait à tout rompre. L'agent a pris mon passeport et m'a posé une question, mais je n'ai pas compris un mot. Je n'ai pu que baisser la tête et sourire. Heureusement, une bénévole interprète est venue m'aider. Vous venez comme travailleuse saisonnière? Dans quelle région allez-vous? Dans le Vaucluse. L'interprète a traduit, et mon passeport a été tamponné. J'avais enfin posé le pied sur le sol français. Après avoir récupéré mes bagages, je suis sorti, et j'ai vu un homme tenant une pancarte. Mon nom y était écrit. Je me suis approché, et il m'a dit quelque chose en français que je n'ai absolument pas compris. Je n'avais d'autre choix que de le suivre. Dans le bus, d'autres travailleurs venus d'autres pays étaient déjà là. Vietnam, Cambodge, Philippines. Ils avaient tous l'air fatigués et ne se parlaient pas. Le bus a démarré, et le paysage par la fenêtre m'a émerveillé. Les routes étaient si larges et si propres, les lignes blanches parfaitement tracées, et les lampadaires s'étendaient à l'infini. Sur l'autoroute, les voitures roulaient de manière ordonnée. C'était si différent de l'Arménie, où les routes sont pleines de nids de poules et où chacun conduit comme il l'entend. Les lotissements aussi m'ont surprise. Ces rangées de maisons identiques semblaient tout droit sorties d'un film. Après une heure de route, le bus est entré dans un petit village et s'est arrêté devant une exploitation agricole. Il faisait nuit, mais je pouvais distinguer les rangées de serres, bien plus organisées que ce que j'avais connu. Un homme, qui semblait être le responsable, est venu nous accueillir. Il a parlé rapidement en français, et je n'ai pas compris un seul mot. J'ai simplement hoché la tête en imitant les autres. On nous a conduits à nos logements. C'était plus propre que ce à quoi je m'attendais. Des chambres pour 4 personnes avec des lits superposés, un casier personnel, et des toilettes et douches communes. C'était mieux que ma maison en Arménie. Pourtant, à cet instant, un immense sentiment de solitude m'a envahi. Un pays inconnu, des gens inconnus, une langue que je ne comprenais pas. Allongé sur mon lit, fixant le plafond, les larmes me sont montées aux yeux. Serais-je capable de tenir 6 mois ici? J'ai sorti le mouchoir de ma grand-mère de mon sac. Je l'ai serré contre ma poitrine et, à voix basse, j'ai chanté sa chanson. Douce France. Cela m'a un peu apaisé. Le lendemain, je me suis levé tôt. Il était 5 heures, mais la ferme était déjà en effervescence. Après un petit déjeuner rapide, le travail a commencé. Ma tâche du jour, planter des pieds de tomates. Le responsable m'a montré comment faire, mais ses explications verbales m'échappaient complètement. J'ai essayé d'imiter ses gestes, mais je n'arrêtais pas de me tromper. Je plantais trop profond, ou pas assez, ou je ne respectais pas l'espacement. L'agacement se lisait sur son visage. Il a crié quelque chose en français, mais je n'ai pas compris. Une travailleuse vietnamienne à côté de moi m'a parlé en anglais. Fais plus attention, il est méchant quand il se fâche. J'ai hoché la tête et j'ai essayé de me concentrer, mais la nervosité faisait trembler mes mains. La pause déjeuner a été un soulagement. J'ai pris mon repas à la cantine et je me suis assise dans un coin. Il y avait beaucoup de choix, mais la plupart des plats m'étaient inconnus. Je me sentais seul. Les autres travailleurs se regroupaient par nationalité. J'étais la seule arménienne de la ferme. En mangeant,
j'ai eu la nostalgie du cash de ma mère. L'après-midi, le travail a continué. À force de rester penché, mon dos me faisait un mal de chien. J'avais des ampoules aux doigts et des bleus aux genoux, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Les autres travaillaient vite, et j'étais la seule à la traîne. Le travail s'est enfin terminé à la tombée de la nuit. En prenant ma douche, j'ai pleuré. Mon corps me faisait souffrir, mon cœur était lourd. Comment allais-je tenir 6 mois? Le premier jour a été difficile, et les suivants aussi. Une semaine a passé, et mon corps a commencé à s'habituer. J'étais plus habile pour planter, et le responsable semblait moins en colère, mais la solitude persistait. Un après-midi, alors que je travaillais, un homme est entré dans la ferme. Il avait une 50aine d'années, l'air bienveillant. Il a salué le responsable et a fait le tour de l'exploitation. En passant à côté de moi, il s'est arrêté et m'a regardé fixement. J'ai baissé la tête et j'ai continué à travailler, mal à l'aise. Mais il est resté là, à m'observer, puis il a parlé. « Vous seriez d'origine française, par hasard ?» Je n'avais jamais entendu cette expression. J'ai levé la tête, confuse. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il a répété « Vous venez d'Arménie ?» En entendant « Arménie », j'ai hoché la tête. Un sourire s'est dessiné sur son visage. Je m'en doutais. Votre visage ressemble à ceux d'ici, de chez nous. Ressembler à une Française? Qu'est-ce que cela voulait dire? J'étais perplexe. Il a dit quelques mots au responsable, puis est revenu vers moi. Si vous avez un moment le week-end, passez me voir à la maison. Je suis le maire du village, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Son ton était aimable, mais je ne saisissais pas le sens exact de ses paroles. Seule sa bienveillance me parvenait. Après son départ, ces mots ont continué de résonner dans ma tête. D'origine française, ressemble à ceux d'ici. Qu'est-ce que cela signifiait? Le soir, dans ma chambre, j'ai fait une recherche sur Internet. Français d'Arménie, descendants de Français. J'ai trouvé de nombreux articles. En les lisant, mon cœur s'est mis à battre plus fort. Il y avait des histoires de descendants de Français, restés à l'étranger après les guerres ou les révolutions, notamment des familles qui s'étaient retrouvées piégées dans le bloc soviétique. Et certains de leurs descendants vivaient encore en Arménie ou en Géorgie. J'ai eu le souffle coupé. La chanson de ma grand-mère, le mouchoir qu'elle m'avait laissé, son passé caché. Tout semblait se connecter. Se pouvait-il que je sois, moi aussi, une descendante de Français? À partir de ce jour, je n'ai eu qu'une envie, revoir le maire. Mais le travail à la ferme était prenant, et je n'avais presque pas de temps pour moi. Une semaine plus tard, un dimanche après-midi, j'ai enfin eu une demi-journée de congé. J'ai décidé d'aller chez le maire. Le responsable m'a indiqué que c'était à 10 minutes à pied. C'était la grande maison ancienne à l'entrée du village. Mon cœur battait fort en marchant. J'avais le pressentiment que quelque chose d'important allait se produire. Devant le portail, j'ai hésité. Puis j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai sonné. Le maire a ouvert. « Ah, c'est vous. Je vous attendais. Entres. » Son sourire chaleureux m'a détendu. Le jardin était magnifique. Il m'a fait asseoir dans le salon et sa femme m'a servi un thé. « Goûtez. C'est une tisane de Provence. » Le maire a commencé à parler. « Mademoiselle Anaït, quand je vous ai vue, je l'ai tout de suite senti. Vous êtes d'origine française, n'est-ce pas? » J'ai répondu honnêtement. « Je ne sais pas. Je ne sais presque rien sur ma grand-mère. Elle ne parlait jamais de son passé. Elle disait seulement qu'elle était arrivée en Arménie de très loin quand elle était enfant. » Les yeux du maire se sont illuminés. « Est-ce que votre grand-mère chantait une chanson étrange, pas en arménien ou en russe, mais dans une autre langue? » J'étais stupéfaite. Oui, il y avait une chanson qu'elle chantait tout le temps. « Pourriez-vous la chanter ?» J'ai commencé à chanter, timidement. « Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. » Pendant que je chantais, les visages du maire et de sa femme se sont figés. L'épouse du maire avait les larmes aux yeux. C'est une chanson que chantaient les Français qui ont dû quitter leur pays il y a très longtemps, m'a expliqué le maire. Des gens qui ne pouvaient pas revenir après la guerre et qui chantaient leur nostalgie de la France. Et ces paroles, cher pays de mon enfance. Beaucoup pensent qu'elles parlent de notre région, la Provence. J'ai eu des frissons. La chanson de ma grand-mère avait donc ce sens caché. Est-ce que votre grand-mère vous a laissé un souvenir?
quelque chose. J'ai sorti le mouchoir de mon sac. Le maire l'a pris avec précaution et l'a examiné. On dirait qu'il y a des lettres brodées, mais c'est trop effacé. Sa femme a apporté une loupe, on pouvait distinguer des initiales. MD, a dit le maire. Madeleine. Son prénom aurait pu être Madeleine. Mon cœur s'est serré. Attendez, laissez-moi vous montrer une photo. Le maire est allé chercher une vieille photographie dans une autre pièce. C'était le portrait d'un vieil homme. Voici, Monsieur Henri Dubois. Il a vécu dans notre village. Dans les années 60, il a reçu des nouvelles d'Arménie. De son vivant, il disait toujours qu'il avait de la famille Labasse. Il cherchait désespérément sa sœur, Madeleine. Common House. J'ai retenu mon souffle. Le maire a immédiatement passé un appel. Il semblait contacter la responsable des archives municipales. 10 minutes plus tard, il a reçu une photo sur son téléphone. C'était un vieux document. Avis de recherche. Henri Dubois, né en 1920 à, recherche sa sœur, Madeleine Dubois. Madeleine. À ce nom, un souvenir m'est revenu. Une phrase que ma grand-mère avait dite avant de mourir. Mon vrai nom, c'était Madeleine. À l'époque, je n'avais pas compris. Mais maintenant, c'était son nom français. Monsieur le maire, le nom de ma grand-mère était Madeleine. Le maire et sa femme m'ont regardé, stupéfaits. C'est vrai? Oui, elle l'a dit une fois avant de mourir. Le visage du maire s'est illuminé. Alors, c'est presque certain. Votre grand-mère est la sœur que Monsieur Dubois cherchait. Sa femme m'a pris la main. Anaït, vous n'êtes pas une simple travailleuse étrangère. Vous êtes de notre famille, revenue au village. Les larmes ont coulé sur mes joues, mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant, a ajouté le maire. Henri Dubois était un ami très proche de mon grand-père. Nos familles étaient liées. Je n'en revenais pas. Alors, nous sommes parents, en quelque sorte. On peut dire ça. Après plus de 70 ans, la famille est réunie. Ce soir-là, nous avons beaucoup parlé de l'histoire des Français de l'étranger, de la douleur de l'exil forcé, et des nombreux descendants qui, comme moi, cherchaient leurs racines. Anaït, maintenant, vous avez le choix, m'a dit le maire, gravement. Vous pouvez demander la nationalité française. Il existe une procédure spéciale pour les descendants de Français. Si vous pouvez prouver votre ascendance, vous pouvez devenir française. La nationalité française. Devenir française. Mais il faudra des documents, n'est-ce pas? La chanson de votre grand-mère, le mouchoir, et l'avis de recherche. Ce sera une preuve solide. Je vais vous aider. Cette nuit-là, sur le chemin du retour, j'ai levé les yeux vers le ciel étoilé. Grand-mère, je suis là, sur cette terre qui te manquait tant. J'ai appelé mes parents en Arménie et je leur ai tout raconté. Ma mère s'est mise à pleurer. C'est pour ça qu'elle a chanté cette chanson toute sa vie. To Keish's Rens, also, to Frey. Maman, je vais demander la nationalité française. Je veux réaliser le rêve de grand-mère. Fais-le, ma chérie. Ta grand-mère t'aidera, c'est certain. J'ai raccroché et j'ai regardé à nouveau le mouchoir. Madeleine Dubois, le vrai nom de ma grand-mère. Et j'ai fait un serment. Le rêve que ma grand-mère n'avait jamais pu réaliser, je le réaliserai pour elle. Après ma rencontre avec le maire, ma vie a complètement changé. Le jour, je continuais de travailler à la ferme, mais le soir, je me consacrais à la préparation de mon dossier de naturalisation. Le maire m'a été d'une aide précieuse. Il a contacté des associations d'aide aux descendants de Français et a obtenu la liste des documents nécessaires. En la voyant, j'ai soupiré. Acte de naissance, certificat de filiation, acte de naissance de ma grand-mère et toutes sortes de documents prouvant mon ascendance française. Rien de simple. En Arménie, ma mère s'est mise à fouiller partout. Quelques jours plus tard, elle m'a appelé, excité. Anaït, j'ai trouvé un vieux document de ta grand-mère. C'est écrit en russe, mais ça semble être un document de naissance. Mon cœur s'est emballé. C'était un document de l'époque soviétique, attestant qu'elle était née en France, à Gorz, en 1937, et qu'elle avait été déplacée en Asie centrale. C'était la preuve irréfutable, mais il fallait faire authentifier ce document. Le consulat m'a dit que la procédure serait longue et complexe. J'ai aussi commencé à apprendre le français. Pour la naturalisation, un niveau de base était exigé.
La fille du maire, Camille, venait me donner des cours le week-end. L'alphabet, la prononciation, tout était nouveau et difficile. Un jour, le responsable de la ferme m'a donné un ordre en français, et quand j'ai compris et exécuté la tâche, il a semblé surpris. « Oh, tu apprends le français ?»« Oui, un petit peu. » C'était la première fois que je parlais, et ça avait fonctionné. J'étais si fier. Cependant, l'examen de français a été bien plus difficile que prévu. J'ai échoué une première fois. J'étais découragé. J'ai échoué une deuxième fois, à seulement 2 points de la note requise. J'étais sur le point d'abandonner, mais le maire m'a encouragé. J'ai étudié encore plus dur, aidé par Camille et les bénévoles d'un centre multiculturel. La 3e fois fut la bonne. Quand j'ai reçu le certificat de réussite, j'ai failli crier de joie. J'ai immédiatement appelé le maire. « Monsieur le maire, j'ai réussi. »« Bravo, Anaït. Je savais que tu y arriverais. » La réussite à l'examen de français n'était que le début. Le plus dur restait à faire. Rassembler toutes les preuves. Mon cousin en Arménie a dû se battre avec la bureaucratie pour obtenir des documents officiels. Une partie des archives de l'époque de ma grand-mère avait été perdue. C'est là que les témoignages ont été cruciaux. Une association a retrouvé une vieille dame arménienne, descendante de Français, qui se souvenait de ma grand-mère. Madeleine. Oui, ce nom me dit quelque chose. Il y avait une fille comme ça dans notre village. Le maire a également obtenu une copie officielle de l'avis de recherche de la mairie. La chanson de ma grand-mère, que j'ai enregistrée en vidéo, a été ajoutée au dossier, avec une attestation expliquant son contexte historique. Après presque 5 mois de travail acharné, mon dossier était enfin prêt. Un énorme classeur contenant les preuves de ma vie. Le maire m'a accompagné à la préfecture pour le déposer. Le délai de traitement est de 3 à 6 mois, m'a dit l'agent. Une nouvelle et longue attente commençait. 3 mois plus tard, la préfecture a appelé pour demander des documents supplémentaires, une photo de la tombe de ma grand-mère. Mon cousin me l'a envoyée. Sur la pierre tombale, à côté de son nom arménien, était gravé en petits caractères « Madeleine Dubois ». Ma grand-mère n'avait jamais oublié son vrai nom. 1 mois après, j'ai été convoqué pour un entretien. J'ai préparé mes réponses avec le maire et Camille. Pourquoi souhaitez-vous devenir française? Pour retrouver les racines de ma grand-mère et commencer une nouvelle vie ici. Saï, que voulez-vous faire en France? Je veux apprendre les techniques agricoles modernes, créer ma propre exploitation et aider d'autres descendants de Français comme moi. L'entretien a duré 30 minutes. Les agents ont été touchés par mon histoire, surtout quand je leur ai chanté la chanson de ma grand-mère. 3 semaines plus tard, mon téléphone a sonné. C'était la préfecture. Mon cœur s'est arrêté. Allô, mademoiselle Anaït. Oui, c'est moi. Félicitations. Votre demande de naturalisation a été acceptée. Le monde s'est arrêté. J'ai fondu en larmes. Je suis tombé à genoux dans le champ de tomates. J'ai appelé le maire, en sanglotant. C'est accepté. C'est accepté. Il est arrivé en courant, suivi de sa femme et de Camille. Félicitations. Tu fais maintenant vraiment partie de notre famille. Ce soir-là, une fête a été organisée chez le maire. Les anciens du village sont venus me féliciter. Bienvenue à la maison, Anaït, la fille du pays, revenue après 70 ans. On m'a servi de la bouillabaisse. C'est un plat de fête ici, Anaït. Aujourd'hui, c'est ton 2e anniversaire. Je renaissais, en effet. J'ai appelé mes parents. Maman, papa, ça y est, je suis française. Ma mère a pleuré de joie. Ta grand-mère serait si heureuse. 1 semaine plus tard, j'ai reçu ma carte d'identité française. Sur la carte, mon nouveau nom, Anaït Dubois, le nom de famille de ma grand-mère. En la tenant, j'ai senti que ma vie avait basculé. Je n'étais plus une travailleuse saisonnière. J'étais une citoyenne française. Après avoir obtenu la nationalité française, ma vie a changé à une vitesse fulgurante. Je me suis inscrite dans un lycée agricole pour suivre une formation en agriculture de précision. J'ai appris les technologies de pointe, capteurs, irrigation automatisée, gestion à distance via une application. C'était un nouveau monde. J'étais passionné et j'apprenais vite. Mon rêve de créer ma propre ferme a pris forme, mais il y avait le problème du financement. Le maire m'a parlé de la dotation jeunes agriculteurs, DGA,
une aide de l'État pour les jeunes qui s'installent. J'ai passé des nuits à rédiger mon projet d'entreprise. Je voulais cultiver des variétés anciennes de tomates et des herbes de Provence en utilisant des techniques respectueuses de l'environnement. Mon projet a été accepté. J'ai reçu une aide financière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le maire m'a aidé à trouver un terrain. La construction des serres a commencé. 2 mois plus tard, mon exploitation était prête. J'ai accroché une pancarte. Les jardins d'Anaïde Dubois. Ma première récolte a été un succès. La qualité de mes produits, combinée à mon histoire, a séduit les clients. Les ventes ont décollé. J'ai pu embaucher mes anciennes collègues vietnamiennes et cambodgiennes. J'ai commencé à faire du bénévolat dans le centre multiculturel qui m'avait aidé pour accompagner les nouveaux arrivants. Mon expérience était une source d'espoir pour eux. J'ai surtout aidé les descendants de Français à monter leur dossier. Mon exploitation s'est agrandie. J'ai pu enfin tenir ma promesse et entamer les démarches pour faire venir mes parents en France grâce au regroupement familial. Un journal local a publié un article sur moi, puis une chaîne de télévision régionale a voulu faire un documentaire. Ils m'ont suivi dans ma ferme, chez le maire, et nous sommes même allés en Arménie pour filmer la tombe de ma grand-mère. Revoir mes parents a été un moment d'une émotion intense. Devant la tombe, j'ai dit « Grand-mère, je suis là. Je viens de cette terre qui te manquait tant. Ta chanson m'a guidé. J'ai réalisé ton rêve. J'ai déposé un petit drapeau français sur sa tombe. Quelques mois plus tard, mes parents ont obtenu leur visa. Je les ai accueillis à l'aéroport de Marseille. Je leur ai fait visiter ma ferme. Mon père n'en croyait pas à ses yeux. Tout ça, c'est à toi ? Le documentaire, intitulé « La chanson du retour », a été diffusé et a eu un retentissement énorme. J'ai reçu des centaines de messages de soutien. Mon histoire a inspiré de nombreux descendants de Français à entamer les démarches. J'ai été invité à Paris pour participer à une table ronde sur la politique d'intégration. J'ai plaidé pour une approche plus humaine. Regardez les histoires, pas seulement les papiers. Leurs souvenirs, leurs chansons, leur ADN ne mentent pas. Quelques mois plus tard, la procédure a été assouplie. J'ai reçu la médaille de la ville pour mon engagement civique. Lors de la cérémonie, j'ai pris la parole. Je suis venu ici en suivant une chanson, et j'ai trouvé une nouvelle vie. La France est un pays qui tient ses promesses. Elle m'a donné une chance, et elle a récompensé mes efforts. Aujourd'hui, ma ferme est florissante. Mes parents travaillent avec moi. Nous célébrons les fêtes françaises avec la famille du maire. Nous sommes allés nous recueillir sur la tombe d'Henri Dubois, le frère de ma grand-mère. Grand-oncle, la petite fille de Madeleine est là. Après 70 ans, la famille est réunie. L'autre jour, je suis retourné seul sur la tombe de ma grand-mère. J'ai lu une lettre que j'avais écrite. « Grand-mère, je vis dans ce village dont parle ta chanson. J'ai découvert ton secret et j'ai réalisé ton rêve. » Puis j'ai chanté, en français cette fois, la chanson en entier. « Douce France, je comprends maintenant pourquoi tu l'as chantée. Tu as passé ta vie à regretter ta patrie, mais à travers moi, tu es rentré à la maison. Nous n'oublierons jamais nos racines. Jamais. » Tac. Dans l'avion du retour, avec mes parents à mes côtés, j'ai regardé le soleil se lever. Notre famille commençait une nouvelle vie en France. Le rêve de ma grand-mère était accompli. En atterrissant, j'ai regardé le paysage français. C'est ici, maintenant, ma vraie maison. J'ai pris une grande inspiration. L'air de la France, l'air de ma patrie. Grand-mère, je suis rentré, et je ne repartirai plus jamais. Aïe, paka, ka, ah. Mesdames et messieurs, que pensez-vous de l'histoire d'Anaït? Un simple mouchoir et une chanson française ont complètement changé une vie. Un lien familial rompu pendant 70 ans a été renoué, et le rêve d'une grand-mère a été réalisé par sa petite-fille. C'est cela, la France. Un pays qui tient ses promesses, qui donne sa chance à ceux qui travaillent dur, et qui accueille chaleureusement ceux qui retrouvent leurs racines perdues. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes. C'était France Spécial, qui vous présente des récits émouvants du monde entier. Merci.